La France cache un secret dont personne n'ose vraiment parler. Un secret qui transforme nos villes, nos prisons et mène nos enfants en pièces d'un jeu dangereux. Si vous pensez que le trafic de drogue en France se limite à quelques deals dans les quartiers, vous allez être choqués. Dans cette vidéo, on va plonger ensemble au cœur d'une réalité que l'État tente de maîtriser, sans jamais vraiment y parvenir. Comment des réseaux comme le DDPF terrorisent le pays? Pourquoi les prisons françaises sont devenues de véritables centres de commandement criminel? Comment les narcos utilisent désormais le Darknet, Telegram et la livraison à domicile? Et surtout, pourquoi malgré toutes les saisies et les opérations policières, la guerre est peut-être déjà perdue? Restez jusqu'à la fin parce que certaines révélations risquent de complètement changer votre vision de la situation en France. Et si vous voulez aller encore plus loin, découvrir des analyses, des enquêtes et des informations que je ne peux pas toujours publier ici, je vous invite à rejoindre mon canal Telegram Lynx Invisible. Le lien est Vapisani. Là-bas, je partage encore plus de contenu utile et vraiment exclusif. Qui sont les DDPF et pourquoi ils attaquent les prisons? Franchement, quand j'ai découvert l'histoire des DDPF, je me suis dit « Ok, là on n'est plus dans une série Netflix, c'est la vraie vie ». DDPF, ça veut dire officiellement Défense des détenus et des prisonniers de France. Sur le papier, ça sonne presque comme une asso de droits de l'homme, un truc qui défend les prisonniers contre les abus. Mais en réalité, c'est beaucoup plus sombre que ça. Depuis quelque temps, on voit apparaître partout leurs sigles, sur des murs, sur des voitures brûlées, près des prisons. Pourquoi ? Parce qu'un peu partout en France, il y a eu une série d'attaques ciblées. L'IR incendiant pénitence bâtiment, menaces explicites contre le personnel des prisons, survenaient parfois même des attaques coordonnées devant des établissements pénitentiaires. Et presque à chaque fois, derrière, on retrouve soit la signature DDPF, soit des messages qui les soutiennent. Eux, ce qu'ils disent, c'est « on défend les détenus, on se bat contre les conditions inhumaines dans les prisons françaises, on n'est pas des terroristes ». Sauf que, du point de vue de l'État, c'est tout l'inverse. Les autorités les voient comme une organisation criminelle structurée, liée au trafic de drogue et aux réseaux qui tiennent certains quartiers et certaines prisons. En gros, ce n'est pas un mouvement spontané de familles de détenus en colère, ce sont surtout des gens qui ont intérêt à ce que certains prisonniers gardent du pouvoir derrière les barreaux. Leur principal outil aujourd'hui, c'est Telegram. Ils y publient des messages en mode « on ne se laissera pas faire, on répondra aux humiliations, on n'est pas des terroristes, on est le peuple ». C'est très émotionnel, très agressif, et ça joue sur la colère d'une partie de la population qui se sent déjà abandonnée. Mais derrière ce discours, il y a une réalité beaucoup plus simple. Ils s'attaquent directement à ceux qui incarnent l'État dans les prisons, les surveillants, les directions, parfois leurs familles, pour envoyer un message. Si vous touchez à nos gars, on vous fera payer. Et c'est là que ça devient intéressant pour comprendre la suite de la vidéo. Parce que les DDPF ne sont pas juste un groupe de supporters des détenus. Ils sont en train de devenir un symbole d'une nouvelle forme de pression sur l'État, utilisée par des réseaux liés au trafic de drogue qui ne veulent pas perdre le contrôle qu'ils ont, même depuis l'intérieur des prisons. On va justement voir maintenant comment ces prisons, censées être des lieux d'isolement et de punition, se transforment en véritables quartiers généraux pour les narcos. Et pourquoi des groupes comme les DDPF sont prêts à tout pour garder ce système en place. Plus j'ai creusé le sujet des prisons en France, plus je me suis rendu compte d'un truc. On n'a plus un système pénitentiaire, on a une cocotte minute prête à exploser. Déjà, parlons chiffres. Officiellement, la capacité des prisons françaises tourne autour de 62 000 places. En réalité, il y a plus de 82 000 détenus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des cellules prévues pour 2 personnes qui en accueillent 3, parfois 4. Ça veut dire des matelas au sol, des salles de stockage transformées en cellules, des couloirs remplis de monde, bref, c'est le chaos. Et dans ce chaos, qui est-ce qui prend? Les surveillants, les détenus, tout le monde. Les conditions sont tellement mauvaises que même ceux qui ne sont pas dangereux en ressortent parfois 1000 fois pire. Et ça, ce n'est pas juste moi qui le dis. C'est un constat qui revient partout, des syndicats aux associations. Le problème, c'est que la prison, au lieu d'être un lieu de punition et de réinsertion, est devenue un incubateur. Un incubateur de violence, de réseaux, de criminalité. Et le plus fou, c'est que beaucoup de trafiquants continuent de gérer leurs affaires depuis l'intérieur. Téléphone clandestin, complicité, pression, menaces, la prison ne les isole pas, elle leur offre juste un bureau avec mur en béton. Devant cette situation, l'État tente de réagir. Par exemple, ils ont lancé un concept de prison ultra sécurisée, un établissement où les communications sont totalement bloquées, où tout est contrôlé de manière numérique. En gros, l'idée est de créer une bulle où même un SMS ne peut pas sortir. Sur le papier, ça paraît génial. Dans la pratique,
Ça montre surtout à quel point on est arrivé à un niveau où il faut presque couper le Wi-Fi, la 4G, les ondes et tout ce qui existe autour d'un individu pour empêcher un trafic de continuer. Et c'est précisément là que les DDPF entrent en jeu. Ils ne défendent pas les droits des petits détenus. Ils défendent ceux qui ont quelque chose à perdre dans ces nouvelles mesures. Les chefs de réseau, ceux qui dirigent encore leurs affaires depuis la cellule, ceux qui voient la prison comme un QG plus que comme une punition. En fait, plus on regarde la situation en face, plus on comprend que le problème ne vient pas seulement de la criminalité, mais du système lui-même. Un système débordé, saturé, incapable de faire ce pourquoi il existe, isolé, protégé, réinséré. Et pour comprendre vraiment l'ampleur de ce qui se passe, il faut regarder ce qui alimente toute cette machine, le trafic de drogue, ses milliards, ses réseaux, sa violence. Parce que ce qui se passe dans les rues, ce qui se passe dans les cités, finit presque toujours par retomber dans les prisons. Et la suite, vous allez voir, est encore plus inquiétante. L'ampleur réelle du marché de la drogue en France. Quand on parle de drogue en France, on imagine souvent quelques deals au pied des tours, 2-3 cités chaudes. Mais plus j'ai regardé les chiffres, plus je me suis dit « Ok, en fait, on est carrément face à une vraie industrie ». Déjà, prenons juste la cocaïne. En l'espace de quelques années, les saisies ont explosé. Il y a quelque temps, on parlait de 5 tonnes saisies sur une année, ensuite 23 tonnes, et plus récemment, on est monté à près de 47 tonnes en seulement 11 mois. Et ça, ce n'est que ce que l'État a réussi à intercepter. Ça veut dire que derrière, le volume total qui circule est bien plus important. Et ce n'est pas juste la blanche. On a aussi les poudres brunes, les opiacés, toute une gamme de produits qui circulent, mais là, les autorités communiquent beaucoup moins sur les chiffres. Soit parce que les volumes sont faibles, soit parce que ça fait juste trop mauvais effet sur le papier. Ensuite, il y a les synthétiques. Le marché du méthamphétamine a clairement grandi ces dernières années, avec plus de saisies d'une année sur l'autre, et surtout l'ecstasy, MDMA. On parle de millions de comprimés saisis, et ce chiffre a été multiplié par 2 en un an. Ça, c'est la drogue des soirées, des festivals, des jeunes, et ça montre à quel point la demande est massive. Mais le vrai roi du marché, c'est toujours le cannabis. Les noms font sourire. White Widow, Moby Dick, Amnesia, Lemon Haze. On dirait une carte de glace artisanale, mais non, ce sont des variétés qui ont littéralement inondé la France. L'État dit avoir saisi environ 120 tonnes d'herbe et de résine sur une année, ce qui est énorme. Mais là encore, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Si on regarde la consommation, les chiffres sont tout aussi parlants. On estime que des dizaines de millions de Français ont déjà testé le cannabis au moins une fois dans leur vie, et qu'une grosse partie des ados en ont fumé avant même leurs 17 ans. Donc on n'est plus du tout sur un phénomène marginal. Maintenant, parlons argent. Selon une mission interministérielle sur les drogues, le marché illégal de la drogue en France pèse autour de 3,5 milliards d'euros par an. Dit comme ça peut paraître abstrait. Alors on va comparer. Les recettes de tous les cinémas en France, sur une année, environ 1,1 milliard d'euros. L'argent dépensé par les Français en café, dans les cafés et les bars, autour de 4 milliards d'euros. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le marché de la drogue rapporte presque autant que tout le café consommé dans le pays, et qu'il rapporte beaucoup plus que tous les cinémas réunis. En gros, la drogue, en France, pèse plus lourd que ce que les gens dépensent pour aller voir des films en salle. Et encore une fois, ces 3,5 milliards, c'est uniquement ce que l'État arrive à estimer. Le vrai chiffre est probablement bien plus haut. Derrière ces milliards, il y a aussi des gens. D'après certaines estimations, au moins 200 à 240 000 personnes vivraient directement du trafic de drogue en France. C'est l'équivalent de la population d'une grande ville. Imaginez une ville entière où tout le monde, du plus jeune au plus vieux, ne vit que de ça. De la revente, de la logistique, du transport, du blanchiment. Et là, je ne parle même pas de ceux qui touchent l'argent indirectement. Les petites mains, les guetteurs, les longrimis logisticiens, les gens qui prêtent un appartement pour stocker, ceux qui lavent l'argent via des commerces. Le narco-business, ce n'est pas juste un mec en survêt sur un banc. C'est une chaîne économique complète. Ce qui est important à comprendre, c'est que l'augmentation des saisies, les tonnes dont se félicitent les ministres, ne veulent pas forcément dire « on est en train de gagner la guerre ». Très souvent, ça veut surtout dire « le marché est en train de grossir à une vitesse folle ». Plus il y a de produits qui circulent, plus il y a de chances d'en saisir une partie. Mais si chaque année tu doubles ou triples les quantités interceptées, c'est rarement parce que tu es devenu 3 fois plus efficace d'un coup. C'est surtout parce que l'offre et la demande ont explosé. Et c'est là qu'on revient à ce que je disais au début de la vidéo. On n'est plus face à un problème de délinquance locale.
On est face à un marché structuré, avec des flux internationaux, des routes, des ports comme Marseille qui servent de porte d'entrée, et toute une économie parallèle qui fait vivre des quartiers entiers. Le pire, c'est que cet argent ne reste pas gentillement dans un coin. Il alimente les armes, la corruption, la violence, les guerres de territoire, et il nourrit la sensation, chez une partie de la jeunesse, que le seul moyen de s'en sortir, c'est de rentrer dans ce système. Et comme si ça ne suffisait pas, ce marché-là s'est encore renforcé avec la numérisation, le darknet, les livraisons à domicile. On va justement parler de cette transformation dans la suite de la vidéo. Comment la drogue est passée du hall d'immeuble à ton smartphone, et pourquoi l'État a toujours un train de retard. Répression, légalisation, et idées complètement à côté de la plaque. Plus j'avançais dans mes recherches, plus je me rendais compte d'un truc. En France, la politique sur la drogue, c'est un peu comme essayer d'éteindre un volcan avec un verre d'eau. On multiplie les mesures, les annonces chocs, les plans anti-drogue, mais au final, rien ne règle le problème de fond. Déjà, parlons de la répression. En France, on a l'une des lois les plus strictes d'Europe concernant le cannabis. Tu peux prendre une amende salée, voire aller en prison, juste pour quelques grammes. Pendant ce temps, les trafiquants qui brassent des centaines de milliers d'euros, eux, ils trouvent toujours un moyen de se débrouiller. Et ça crée une absurdité totale. Plus d'1 million de Français fument régulièrement, des millions d'autres consomment occasionnellement, donc au final, tu te retrouves avec une loi que personne ne respecte et que l'État ne peut même pas appliquer correctement. C'est comme si on avait décidé de criminaliser le café et qu'on s'étonnait ensuite que les gens continuent d'en boire. De l'autre côté, il y a ceux qui parlent de légalisation. Leur argument est simple. Si tu légalises, tu retires des milliards aux trafiquants, tu contrôles la qualité, tu taxes les ventes et tu libères la police. Et franchement, que tu sois pour ou contre, c'est un débat qui mérite d'exister. Parce que pour l'instant, la France a choisi l'option la plus inefficace. Interdire sur le papier, mais laisser prospérer dans la réalité. Ensuite, il y a les idées, disons, surprenantes. Par exemple, un ministre a récemment suggéré de supprimer les paiements en espèces pour affaiblir les trafiquants. L'idée, c'est que si tu enlèves le cash, tu coupes les revenus du trafic. Sauf que dans la vraie vie, ça ne fonctionnerait pas du tout. Les réseaux sont déjà passés au numérique, à la crypto, au paiement anonymisé. Et surtout, tu punis toute une population qui dépend encore du cash, alors que les narcos, eux, trouveront toujours un moyen d'adapter le système. Ce qui est fou, c'est que plus tu regardes la stratégie de l'État, plus tu te rends compte qu'elle vise toujours les conséquences, jamais les causes. On tape sur les consommateurs, on multiplie les annonces symboliques, mais on ne traite ni l'explosion de la demande, ni la pauvreté dans les quartiers, ni la corruption, ni la perte de contrôle dans les prisons. Et le résultat, il est là. Malgré la répression, malgré les saisies records, malgré les opérations coup de poing, le marché continue de grandir. Il devient plus moderne, plus digital, plus fluide, plus rentable. En fait, on mène une guerre avec des armes du siècle dernier. Pendant que le trafic, lui, fonctionne déjà comme une start-up hyper moderne. Et justement, dans la suite du reportage, on va voir comment la drogue est passée en mode Uber, avec des commandes sur Telegram, des livraisons en scooter, des paiements en crypto, et même des services où tu peux, oui, commander des agressions. C'est là que tu réalises que la France n'a même plus le problème en main. Elle court derrière, et elle court de plus en plus vite, pour perdre de plus en plus loin. La numérisation du narco-business, de la livraison à la violence sur commande. Là où j'ai vraiment pris une claque, c'est quand j'ai compris à quel point le trafic s'est digitalisé. On n'est plus du tout à l'époque du « va au hall, demande un tel ». Aujourd'hui, tout se passe sur l'écran, ton téléphone, ton ordi, tes applis. Le gros tournant, ça a été le Covid et les confinements. Pendant que tout le monde était enfermé chez soi, les réseaux, eux, se sont adaptés. Ils ont commencé à utiliser encore plus les messageries chiffrées, les réseaux sociaux, le darknet, et surtout, ils ont développé un truc qui ressemble à des services de livraison. En gros, tu ne vas plus au point de deal, c'est le point de deal qui vient à toi. Je ne vais évidemment pas entrer dans les détails, mais l'idée est simple. Tu passes commande via une appli ou un canal, un livreur vient dans ton quartier, parfois devant ta porte, le tout avec des codes, des pseudos, des comptes jetables. À l'arrivée, ça ressemble plus à Uber Eats qu'au cliché du dealer de film des années 90. Et ce modèle-là, il a complètement changé le jeu. Parce que d'un coup, il réduit les risques d'interpellation sur les points de deal. Tu rends le produit accessible à un public beaucoup plus large. Et tu donnes l'illusion d'un service propre, organisé, presque professionnel. Mais le plus glauque dans tout ça, ce n'est même pas la livraison. En creusant, on tombe sur quelque chose de encore plus flippant. Des services où la violence elle-même est ubérisée.
Sur certains canaux, certains réseaux ne se contentent plus de vendre des produits. Ils proposent aussi des services d'agression. Ça peut aller de la simple intimidation à la violence physique, voire pire. En gros, si quelqu'un veut se venger, faire peur à un rival, régler un conflit, il peut sous-traiter ça à des types qui se présentent comme des prestataires. Et qui est-ce qu'on retrouve tout en bas de cette chaîne ? Toujours les mêmes. Des gamins, des ados, des jeunes majeurs le quartier pauvre, qui se retrouvent à faire le sale boulot pour quelques billets. Ils sont recrutés via les réseaux, on leur donne une mission, parfois un scooter, une arme, un point de rendez-vous, et leur vie bascule en quelques messages. Ce qui me frappe, c'est à quel point tout est banalisé. Un gamin qui avant aurait peut-être juste fait le guetteur en bas d'un immeuble, aujourd'hui, avec un smartphone, il peut passer en 2 secondes à des choses beaucoup plus graves. Livraison, braquage, agression, parfois même des tentatives de meurtre. Le tout commandé, organisé et validé à distance. Et pour ces jeunes-là, la prison n'est plus un truc qui fait peur. C'est presque vu comme une étape normale de la trajectoire. Tu fais de l'argent vite, tu montes en grade, tu prends des risques, et si tu tombes, tu te dis « c'est le jeu ». Sauf que derrière, ça détruit des vies, la leur et celle des victimes. Le problème, c'est que l'État n'est pas du tout prêt pour cette version numérique du trafic. On continue à concentrer les efforts sur les points de deal classiques, sur les opérations visibles, alors qu'une bonne partie du business se fait maintenant dans des conversations chiffrées, des canaux privés, des serveurs fermés. Et cette numérisation n'a pas juste rendu la drogue plus accessible. Elle a aussi rendu la violence plus accessible, comme si on pouvait cliquer pour commander un passage à tabac, comme on commande une pizza. Dans la suite, on va voir que tout ça ne flotte pas dans le vide. Ce système numérique, ces milliards, cette violence, ça finit forcément par contaminer les institutions elles-mêmes. Et là, on va parler de corruption, de fiasco policiers et de gens haut placés qui ne sont pas si innocents que ça. Korupcja i dwojne standardy we vlasti. Corruption et double discours au sommet de l'État. Plus j'avançais dans ce sujet, plus je me rendais compte d'un truc dérangeant. Tout le monde parle des jeunes des quartiers qui dealent, des voyous, des trafiquants. Mais bizarrement, quand on remonte la chaîne, quand on regarde ce qui se passe plus haut, on tombe sur quelque chose d'encore plus sale. Des gens puissants, respectables, bien habillés, qui ne sont pas si innocents que ça. Et là, franchement, ça devient gênant. Parce que pendant qu'on envoie des ados en prison pour quelques grammes, on découvre des histoires où des policiers, des douaniers, des élus, des hauts fonctionnaires se retrouvent impliqués, de près ou de loin, dans des affaires de drogue. Il y a même eu ce cas complètement fou. Une énorme opération anti-drogue, des centaines de kilos de cocaïne saisis, et une partie de la marchandise disparaît. Disparue, évaporation totale, comme par magie. Personne ne sait où c'est passé, personne n'est responsable, personne n'a vu, personne ne sait. Et bizarrement, l'affaire a été enterrée plus vite qu'elle n'est apparue. Et ce n'est pas un cas isolé. On a aussi vu des situations où des policiers eux-mêmes consommaient, où certains politiques se faisaient attraper la main dans le sac, ou encore des cas où des agents faisaient disparaître des preuves ou rendaient service à des réseaux. Alors oui, ce n'est pas tout le monde, heureusement. Mais quand tu commences à additionner les histoires, tu te rends compte que le poisson pourrit toujours par la tête. Ce qui me choque le plus, c'est le double discours permanent. D'un côté, on a des grands discours très fermes. Nous allons éradiquer le trafic, tolérance zéro, la drogue détruit la société. Et de l'autre côté, dans les faits, des passe-droits, des privilèges, des protections, des affaires étouffées, des gens puissants qui s'en sortent sans conséquence. Et ça, évidemment, ça détruit toute la confiance. Parce que quand le public voit que les petits tombent, que les quartiers sont quadrillés, que les jeunes se prennent des peines de prison pour une poignée de grammes, mais qu'en haut, certains peuvent être mouillés dans des scandales et continuer leur carrière comme si de rien n'était, comment tu veux que les gens croient encore à la justice ? Finalement, on comprend pourquoi les réseaux criminels prospèrent autant. Ils profitent d'un système où tout le monde joue un double jeu. Les politiciens veulent paraître durs, mais ne touchent jamais aux vraies sources du problème. Les institutions sont débordées, et parfois corrompues. Et dans ce chaos, les trafiquants, eux, avancent tranquillement. Et forcément, tout ça alimente un sentiment qu'on entend de plus en plus souvent. Le système est truqué. On punit les faibles et on protège les forts. On veut nettoyer les cités, mais on ne veut pas nettoyer les bureaux. Et vous allez voir dans la suite que ce sentiment n'est pas juste une impression. Parce que quand tu mets bout à bout la crise carcérale, la numérisation du trafic, la violence, l'argent, la corruption, tu arrives à une conclusion assez simple. La France ne contrôle plus le narcosystème. C'est le narcosystème qui s'infiltre partout. On va justement conclure tout ça dans le prochain chapitre, et croyez-moi, la vision d'ensemble fait froid dans le dos. Itogi.
Pacimu Francia tonet v narcotica. Pourquoi la France est en train de couler dans la drogue? À ce stade de la vidéo, je pense qu'on peut se dire les choses franchement. La France est en train de se noyer dans la drogue. Et ce n'est pas juste à cause de quelques dealers dans les cités. Quand tu remets toutes les pièces du puzzle ensemble, tu vois que le problème est partout dans le système. D'abord, il y a les prisons. On l'a vu, elles sont surpeuplées, ingérables, violentes. Au lieu d'être un endroit où tu coupes quelqu'un de son réseau, elles sont devenues des centrales de commande pour le trafic. Les chefs de réseau continuent à gérer leurs affaires depuis l'intérieur, et des groupes comme les DDPF se battent pour maintenir cette influence. Tant que la prison restera ce genre de QG, on ne gagnera jamais cette guerre. Ensuite, il y a l'argent. Le marché de la drogue, c'est des milliards d'euros. Plus rentable que des secteurs entiers de l'économie légale. Tu peux être choqué, tu peux être contre, mais tant que vendre de la drogue sera plus profitable que n'importe quel boulot légal dans certains quartiers, il y aura toujours des gens prêts à prendre le risque. Surtout quand tu grandis dans un environnement où tu ne vois aucune autre porte de sortie. Il y a aussi la numérisation du trafic. On n'est plus à l'époque du petit point de deal statique. Aujourd'hui, le business est organisé comme une entreprise moderne. Réseau, messagerie chiffrée, livraison, crypto, darknet. Le système est fluide, rapide, adaptable. Pendant que l'État agit encore comme si on était en 1995, les narcos, eux, fonctionnent comme une start-up de la Silicon Valley. À ça, tu ajoutes la jeunesse sacrifiée. Des ados, des très jeunes majeurs, qu'on recrute comme guetteurs, livreurs, exécutants. Pour beaucoup d'entre eux, le trafic n'est pas le mal. C'est juste la seule opportunité visible pour gagner de l'argent vite, avoir un statut, exister dans un monde où tout leur dit qu'ils ne valent rien. Et quand la prison devient une étape normale d'une carrière, tu sais que quelque chose s'est cassé bien avant. Puis il y a la corruption et l'hypocrisie. Comment tu veux que les gens respectent la loi quand ils voient que les petits prennent cher, mais que certains, bien placés, impliqués dans des affaires pas nettes, réapparaissent tranquillement en costard comme si de rien n'était? On ne peut pas faire la morale au quartier si on n'est pas capable de nettoyer aussi les étages du dessus. Et enfin, il y a les choix politiques. On a choisi la voie la plus confortable. Beaucoup de discours, beaucoup de symboles, beaucoup de répression visible, mais presque aucune réflexion de fond. On tape sur les consommateurs, on multiplie les annonces de plans anti-drogue, mais on ne traite pas les inégalités économiques, la ségrégation territoriale, l'échec scolaire, la crise du logement, la perte totale de confiance dans les institutions. Résultat, les chiffres montent, le marché s'étend, la violence explose, et à chaque fois qu'on se félicite d'une grosse saisie, une autre cargaison, encore plus grosse, est déjà en route. Quand tu regardes tout ça honnêtement, tu es obligé d'admettre un truc. La France ne contrôle plus la situation. Elle gère les dégâts, elle éponge, elle colmate, mais le bateau prend l'eau de partout. Est-ce que ça veut dire qu'il faut abandonner? Non. Mais ça veut dire que si on continue à faire semblant, si on continue à traiter la drogue comme un simple problème de délinquance, si on refuse de voir que c'est un sujet social, économique, politique, institutionnel, alors oui, on va continuer à couler. Et le plus triste dans l'histoire, c'est que ceux qui payent le prix le plus fort, ce ne sont pas ceux qui encaissent les milliards. Ce sont les familles des victimes, les jeunes qui se perdent, les quartiers qui se transforment en zones de guerre et une société entière qui finit par vivre dans la peur, tout en faisant semblant que tout va bien. Dans la conclusion, je vais essayer de rassembler tout ça et surtout de poser une question simple. Est-ce qu'on veut vraiment gagner cette guerre ou est-ce qu'on préfère juste continuer à faire semblant de la mener ?